BBP on the track. Rocky Galder. Malgré tout ce que t'as fait, je n'ai jamais cessé de t'aimer, oh mon bébé. Très souvent t'as pas assuré, tu m'as trop blessé. Oui, oui, tu reconnais pas, mais un jour tu t'en mordras les doigts. Je t'ai toujours donné à fond, j'ai pas voulu te perdre, ça se voyait dans mes yeux. Je t'ai donné le meilleur de moi. Lorsque Maître Gwamina est intervenu, vous avez vu qu'il a soulevé un certain nombre de questions. Et comme je vous ai dit qu'on ne va pas se répéter, on va pouvoir compléter. Donc je vais prendre là où il a laissé pour compléter. Moi, dans mon intervention, je ferai aussi une petite analyse en 3 points, mais on compte aussi sur vos questions pour pouvoir compléter ce qu'on n'a pas pu dire. D'accord? D'abord, moi je vais, en plus de ce qu'il nous a décrit le contexte, moi je vais aller, l'origine de cette mutinerie-là, ça peut être quoi? D'où ça vient au fond? Du coup, ça répond à la question, c'est la même préoccupation. Pourquoi il y a eu une intervention militaire même dans la crise ivoirienne de 2010? En fait, c'est cela. Puisque ces enfants-là, ils disent, on nous a sollicité pour combattre, on a combattu, payer notre argent. Deuxièmement, et c'est là où je réponds à la préoccupation de Maître Gwamina, il dit, est-ce que c'est une dette privée ou alors est-ce que c'est une dette de l'État de Côte d'Ivoire? Ça, c'est la deuxième question dont je vais demander le fondement juridique de cette dette-là. Je vais y répondre. Et puis, troisièmement, moi, je proposerai quelle peut être la piste de solution en rapport naturellement avec le procès. Parce que si on veut solutionner cette question-là, est-ce qu'on la solutionne juridiquement? À ce moment-là, que fait-on du procès à la Cour pénale internationale? D'autres fois, ça a un lien. C'est pour cela que le sujet a été présenté ainsi. Au niveau de l'origine ou bien de l'historique de cette mutinerie ou bien de ces mutineries, je vais poser 2 ou 3 questions et puis j'y réponds. Première question, est-ce qu'il s'agit d'une prime d'écomorgue? Et tout à l'heure, Maître Gwamina a essayé d'expliquer que ce qu'ils appellent prime d'écomorgue, c'est qu'en réalité, ces enfants auraient été utilisés dans le cadre de l'armée de la CEDEAO. Je rappelle que le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire a donné les résultats finaux de l'élection du 28 novembre 2010. C'était le 3 décembre 2010. Le Conseil constitutionnel dit le vainqueur s'appelle Laurent Gbagbo. Je rappelle encore à ceux qui nous suivent ici à la télévision ou dans cette salle que c'est l'une des raisons pour lesquelles la FIDOP s'est engagée. Parce que la FIDOP, elle est respectueuse des institutions de la République. Partout dans le monde, en Afrique comme aux États-Unis, les droits de l'homme se fondent sur la loi fondamentale du pays. S'il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de droits de l'homme. C'est la constitution qui trace les balises. Donc toutes les lois dans le pays sont fondées sur la loi fondamentale du pays. Le Conseil constitutionnel dit, voici le président. Moi, je ne suis pas juge. C'est-à-dire, dans les normes juridiques, le Conseil constitutionnel, c'est le juge suprême. Il a tranché, le débat est clos. C'est pour cela que nous, à la FIDOP, on considère que le président qui a été déclaré vainqueur en 2010, c'est Laurent Gbagbo. Ce n'est pas une affaire de FPI. Nous, on ne connaît pas FPI. Moi, je ne suis pas bêté. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis les principes des droits et les règles de loi. Quand le Conseil constitutionnel finit le droit, le 4, le lendemain, le président Laurent Gbagbo prête serment au palais présidentiel. J'y étais. 3 jours après, le 7 décembre, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, se réunissent à Abuja à la demande de Goodluck Jonathan, alors président du Nigeria. Et puis, surtout, et c'était Blaise Compaoré, ils organisent une réunion là-bas. Et c'est à cette réunion-là qu'ils décident. Oui, très bien, je parle de la CEDEAO. On est le 7 décembre 2010. La CEDEAO dit, nous ne reconnaissons pas les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Nous reconnaissons M. Ouattara parce que c'est ce que le certificateur de l'ONU a dit. Et en même temps que nous reconnaissons M. Ouattara, nous sommes prêts. S'il faut l'installer militairement, nous irons le faire. C'est la première organisation internationale, sous-régionale, qui a commencé à parler d'intervention militaire. Vous savez, la communauté internationale, vous voyez comment elle fonctionne.
même quand l'ONU veut prendre des décisions, elle fait agir d'abord l'organisation sous-régionale. C'est-à-dire, même avant d'endosser, elle voudrait d'abord que ce soit au plan sous-régional que les gens se prononcent. Après, l'Union africaine va se prononcer, et puis maintenant l'ONU est à l'aise pour prendre le relais. Voilà comment il fonctionne. Quand nous, on a vu cela, on a vu le danger venir. Et à l'époque, en tant que militant des droits de l'homme, toujours à Abidjan, j'ai commencé à alerter la société civile. Et c'est comme cela que mon rapprochement avec Maître Guaméné va se faire. Parce que moi, j'étais président de la FIDOP et membre de la Commission nationale des droits de l'homme. Et Maître Guaméné était président de l'APDH, Action pour la protection des droits de l'homme. On se réunit, on fait des réunions, on dit, cher ami, il faut qu'on aille, comme il est avocat. Moi, je suis militant des droits de l'homme, mais simple enseignant. On a commencé à discuter, on a dit, si on est malin, on va aller à Abuja et on va porter une plainte contre les chefs d'État de la CEDEAO. Je rappelle cela parce qu'il faut que les gens enlèvent cette affaire des Comores là dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le 24 décembre 2010, nous avons emprunté un avion avec une délégation d'avocats. On avait au moins 4 avocats, dont Maître Sekaldi qui est à Paris. Et puis un autre qui est éthiopien, Maître l'Éthiopien là. Bon, bref, j'ai oublié. Puis il y avait quand même un Ivoirien. Deux Ivoiriens. Très bien. Et on allait à Abuja. Et on a déposé une plainte devant la Cour de justice de la CEDEAO pour dire est-ce qu'il revient à des chefs d'État sous-régionaux d'aller se prononcer sur une élection qui a lieu dans un pays interne, membre de la CEDEAO. Et nous avons porté une plainte. Je ne vous apprends rien, les journalistes qui sont là, ils savent plus ou moins que cela a été fait. Et la CEDEAO a rendu un arrêt pour dire que la décision des chefs d'État est nulle et de nul effet. Et donc, la question des Comores n'a pas prospéré. M. Ouattara est toujours embêté. Il cherche une solution parce que les gens considèrent que M. Laurent Gbagbo est trop compliqué politiquement, il est trop fort. Donc, cette affaire-là, si on continue de négocier avec lui, il va rester longtemps au pouvoir. Il faut aller très vite. Il faut le dégommer, militairement. Donc, chers amis, je voudrais que ce soit clair une fois pour nous tous et une fois pour toutes. La CEDEAO n'a pas décidé de faire intervenir les Comores en Côte d'Ivoire. Donc, la prime dont il s'agit là, ce n'est une prime de la CEDEAO nullement. Ça, je voudrais le dire très nettement parce que la CEDEAO n'a pas validé cette option. Deuxièmement, on nous dit il se peut que ce soit une prime conclue depuis les accords de Ouagadougou. Je ne sais pas si vous avez appris ça aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, les rebelles disent non, 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 dans les accords de Ouagadougou, c'était écrit, on a dit qu'on devait payer. C'est faux. Nous avons lu les accords de Ouagadougou. L'accord de Ouagadougou, c'est le résultat d'un dirigeant politique qui a d'ailleurs même, il a épaté le monde parce que quand Laurent Gbagbo est allé aux États-Unis, à New York, il a été accueilli à l'Assemblée Générale des Nations Unies. On lui dit, mais comment tu as fait ce dialogue direct là? Je ne sais pas si vous avez... je ne raconte pas des blagues, puisque vous avez tous vu là à la télévision, quand il est allé aux États-Unis. On lui demande, mais comment vous avez fait pour parler avec les rebelles et tout ça? Parce que quand il y a des rébellions, on cherche toujours comment trouver une solution pour que, entre les rebelles et le pouvoir, on puisse trouver un terrain d'entente. Ce que M. Laurent Gbagbo a inventé, c'était du jamais vu. Il a dialogué directement avec les rebelles et il a décidé que le chef des rebelles devienne Premier ministre. À Ouagadougou, l'accord de Ouaga a été signé le 4 mars 2011. Dans l'accord, donc 2007, autant pour moi, 2007, parce que c'est grâce aux accords de Ouaga qu'on va à l'élection de 2010. Dans l'accord de Ouagadougou, il y avait deux choses qu'il faut retenir. Un, désarmer. Deux, organiser les élections. Voici l'accord de Ouagadougou. On n'a pas écrit, oui, vous êtes trop fort, vous avez gagné les FDS, on va vous payer. Ça n'a pas été écrit dans l'accord de Ouagadougou. Jamais. Donc l'accord de Ouagadougou est très clair. Et d'ailleurs, si aujourd'hui on en est là, dans cette grave crise de 2010, mais c'est parce que les rebelles, avec M. Ouattara et le RHDP, ils n'ont pas respecté l'accord de Ouagadougou. Parce que l'accord de Ouagadougou dit, si vous avez fixé une date des élections, 2 mois avant, les rebelles doivent désarmer. Ils n'ont pas respecté l'accord de Ouagadougou. Donc, premièrement, ce n'est pas une affaire de Comores. Deuxièmement, je suis désolé, mais dans l'accord de Ouagadougou, il n'est pas écrit qu'on devait payer
des rebelles, des dozos, etc. Ce n'est pas écrit dans l'accord de Ouagadougou. Mais je comprends que comme beaucoup parmi eux ne savent ni lire, ni écrire, ils prennent leurs idées pour la vérité. Non, dans l'accord de Ouagadougou, ce n'est nullement écrit. La troisième chose que je voudrais évoquer, et je n'aurai fini avec les différentes étapes, cette dette-là, ce n'est pas une dette de la communauté internationale. Nous sommes allés à l'Union africaine. Vous savez, vous vous rappelez, au plus fort de la crise, les chefs d'État ont dit, bon, on va mettre en place un panel des chefs d'État. Vous avez entendu parler du panel des chefs d'État. Le panel des chefs d'État a rendu son verdict le 10 mars 2011 à Addis Abeba. J'y étais. Nous sommes allés en délégation, j'étais avec M. Guamene. Et puis tu te rappelles, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a fait, nous, en tant qu'ONG, on a voulu être témoins de ce qui se passe pour notre pays. Parce qu'on est allé là-bas pour faire du lobbying. Puisque parmi Addis Abeba, il y a des ONG ivoiriennes qui étaient allées pour demander qu'on bombarde leur pays à cause de M. Ouattara. Nous sommes allés pour faire du lobbying avec des tracts pour dire au chef d'État, mais si vous bombardez là, est-ce que la bombe que vous lancez là, elle connaît pro Ouattara, elle connaît pro Gbagbo? Comment vous faites? À cause d'un individu, vous allez bombarder un pays. Il n'y a pas autre moyen. On ne peut pas trouver une solution politiquement. Et on est allé leur dire cela. Finalement, je rappelle les dates, vous avez vu d'où je viens. On est le 10 mars 2011. Quand les chefs d'État rendent leur verdict, à Addis Abeba, ils ont dit quoi? Oh, 2 ou 3 choses. On reconnaît M. Ouattara. 2, on demande à M. Laurent Gbagbo de quitter très vite le pouvoir, etc. Mais dans la plupart de ces accords, on n'a pas dit comment intervenir militairement. Mais vous savez, entre-temps, ce qui s'est passé, quand M. Ouattara revient d'Addis Abeba le 10 mars 2011, depuis l'hôtel du Golfe, il prend un arrêté. Il prend un arrêté le 17 mars. Donc une semaine après, il prend un arrêté. C'est dans cet arrêté-là, une ordonnance, c'est dedans qu'il crée les FRC. Voyez, je tiens à rappeler, ce que je suis en train de faire, c'est l'historique. Parce que les FRC que vous voyez là, ce n'est pas l'armée authentique de Côte d'Ivoire. Dans notre constitution du 3 novembre 1960, comme celle du 1er août 2000, notre deuxième constitution qui a créé la deuxième république, je ne parle pas de la troisième république des gens là, je ne parle pas d'elle pour le moment. Ça, on va en parler après si vous voulez. Dans cette constitution, on connaît les forces de défense et de sécurité. C'est ce qui est écrit. M. Ouattara a pris une ordonnance et il a créé les FDS. Non, les FRC, autant pour moi, les FRC, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. On était le 17 mars 2011. Et les FRC quittent Bouaké, puisque la grande base était basée à Bouaké, et puis ils descendent sur Abidjan, en passant par Diokoué. On sait ce qu'ils ont fait là-bas. Ils sont arrivés à Abidjan, à l'entrée, ils ont massacré comme ils veulent, ils sont rentrés dans la République, au palais, etc. J'ai évoqué cette historique. Ce que j'aimerais qu'on retienne dans ce premier point, ce n'est pas une prime de l'ECOMOG. Parce que l'ECOMOG, la CEDEAO n'a jamais dit qu'elle allait venir bombarder la Côte d'Ivoire et puis rémunérer des soldats. Deuxièmement, ce n'est pas une prime prévue dans l'accord de Ouagadougou. Ça n'existe nulle part. Troisièmement, l'Union africaine n'a pas dit non plus qu'elle envoie des soldats. Maintenant, dans le deuxième point que je voulais développer, c'est de dire finalement quelle est la valeur juridique de cette dette que M. Ouattara paye aujourd'hui aux rebelles. C'est-à-dire en droit, est-ce que la Côte d'Ivoire est engagée pour reconnaître cette dette-là? Ou alors est-ce que c'est une dette privée? Quand on a regardé un peu le contenu des textes qui donnent à M. Ouattara l'onction politique ou alors l'onction étatique d'agir au nom de la Côte d'Ivoire. Je viens de vous dire qu'il a créé les FSI le 17 mars 2011. En revenant d'Addis Abeba, il a créé les FSI. On est le 17 mars. Vous savez à partir de quand l'ONU a fait une réunion pour décider que la Côte d'Ivoire soit bombardée? C'est la résolution 1975. C'est la même résolution que la Libye. Vous savez très bien, la Côte d'Ivoire 1975, la Libye c'est 1973. Dans cette résolution-là, le Conseil de sécurité dit oui, M. Gbagbo ne veut pas partir, l'ONU décide de bombarder le pays. C'était le 30 mars. 30 mars. Donc quand vous allez checker après, tout ce que je vous dis là, après quand vous pouvez vérifier doucement, vous allez checker résolution 1975 sur la Côte d'Ivoire. Elle date du 30 mars 2011. 30 mars. Donc en fait,
ça veut dire quoi? Ça veut dire que la communauté internationale, pour ce qui est du bombardement de la Côte d'Ivoire pour installer M. Ouattara, la décision est officiellement agréée le 30 mars 2011. Or, M. Ouattara avait déjà pris antérieurement une ordonnance pour créer les FRC. Or, les FRC avaient déjà commencé à massacrer parce que les 1000 morts qu'on a trouvés à Diokwe, précisément 814 corps que la Croix-Rouge a découvert à Diokwe Carrefour, ça date de quand? 28-29 mars 2011. Donc ça veut dire que M. Ouattara avait déjà commencé à commettre des massacres avant que la communauté internationale ne décide que la licorne et les casques bleus ne bombardent la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Ouattara a agi avant la communauté internationale. Maintenant on va s'interroger, mais s'il a agi, est-ce que l'ordonnance qu'il a prise en étant à l'hôtel du Golfe, est-ce qu'elle a une valeur de force de loi pour qu'elle engage la Côte d'Ivoire? Et quand on a regardé, j'ai regardé un peu les documents, j'ai vu que M. Ouattara il a un peu raison. Il a un peu raison en ce sens que lorsque M. Ouattara arrive au pouvoir, il sait qu'il est gêné parce que son pouvoir n'a pas de base juridique. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher au Ghana le président du Conseil constitutionnel. Rappelez-vous très bien, c'est l'histoire de notre pays, assez c'est récent, on est dedans. Ils sont allés prendre M. Yao Paul Ndré pour venir rendre le pouvoir de M. Ouattara qui était illégal, qui était anticonstitutionnel. Il faut venir rendre ça constitutionnel. Et ça, c'est la France qui a travaillé là-dedans. Parce que, en droit, tant que le Conseil constitutionnel ne vient pas pour entériner la prise du pouvoir de M. Ouattara, c'est comme un coup d'État. Donc il faut que le Conseil constitutionnel vienne pour valider. C'est pourquoi M. Yao Paul Ndré, ils sont allés le chercher et il revient en Côte d'Ivoire. Quand il revient au palais présidentiel, le 6 mai 2011, M. Yao Paul Ndré prend une décision au nom du Conseil constitutionnel et puis il dit la décision que j'avais prise le 3 décembre 2010 pour dire que c'est Laurent Gbagbo qui était président de la Côte d'Ivoire, cette décision est nulle. À partir d'aujourd'hui, M. Ouattara devient président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, on est le 6 mai 2011. Et puis dans la même décision, ils ont ajouté un autre article qui dit tous les actes que M. Ouattara a pris depuis qu'il était à l'hôtel du Golfe, depuis le 3 décembre 2010, c'est-à-dire depuis qu'on a proclamé les résultats, toutes les décisions que M. Ouattara a prises en étant à l'hôtel du Golfe là, tout ça c'est légal. C'est écrit dans la décision du Conseil constitutionnel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordonnance que M. Ouattara a prise pour créer les FRC, donc c'est légal. À ce moment-là, on peut se dire, dans ce cas-là, la dette qu'il est en train de payer aux rebelles, donc c'est une dette légale. Le problème est où? Le problème, c'est que quand tu décides de recruter des militaires, quand tu décides de recruter des gendarmes, quand tu décides de recruter des policiers, tu ne les recrutes pas comme ça parce que j'ai signé un papier. Donc tous ceux qui sont dans la salle là, vous êtes FRC. Non. Pour rentrer à l'armée, il y a une procédure qu'on suit. Pour rentrer à la gendarmerie, il y a une procédure qu'on suit. Il y a même un concours. Pour rentrer à la police, il y a un concours qu'on passe. M. Ouattara a pris l'ordonnance pour créer les FRC. Mais les FRC là, qui est dedans? La question de fond qui fait que M. Ouattara a un problème, c'est que quand il a créé les FRC, mais qui est membre des FRC? Qui sont les membres des FRC? Dedans, il y a les anciens rebelles. Est-ce que les anciens rebelles, ils sont des militaires? Est-ce que les anciens rebelles, ils sont gendarmes? Est-ce que les anciens rebelles, là, ils sont policiers? Nous tous, nous savons que parmi les anciens rebelles, il y a des chauffeurs de Baka, il y a des chauffeurs de Woro, il y a des anciens prisonniers, parce que quand ils ont passé les prisons, non. C'est là où M. Ouattara, pratiquement, il a zéro sur toute la ligne. Dans un pays qui se respecte, on ne crée pas une armée en claquant du doigt, en prenant un arrêté. Quand tous les gouvernements, ici en Europe comme en Afrique, quand vous prenez une décision, vous soumettez au ministre en charge du secteur, il lance un appel d'offres, on lance le concours, tous ceux qui sont postulants, on fait même des tests pour voir qui est malade, qui n'est pas malade. Attends, on ne crée pas une armée parce qu'on est président reconnu par la communauté internationale, on transforme les anciens rebelles, ils deviennent FRC, et puis on a gagné le jackpot. Bref, chers amis, dans ce deuxième point, j'ai voulu vous faire une démonstration pour
pour dire que l'argent que M. Ouattara est en train de payer au FRC, tous les milliards qu'il verse à ces FRC, c'est de l'argent détourné des caisses de l'État de Côte d'Ivoire pour payer une dette privée. Parce que si les actes pris par M. Ouattara sont légaux, dans la procédure, dans la mise en œuvre, il y a du faux. Il y a du faux parce que vous n'avez pas respecté les principes pour rentrer à l'armée, pour rentrer à la police, pour rentrer à la gendarmerie. On vous appelle FRC, mais dans les FRC, il y a de foutoir, il y a de fourre-tout. Du coup, ce n'est pas une armée républicaine. La MSC, elle était républicaine, elle n'a jamais dit, monsieur le président, j'ai travaillé pour toi, il faut me payer spécialement. Une armée républicaine ne ferait jamais cela. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur le deuxième point. Et je vais terminer par les conséquences. Vous avez vu, dans ce que je viens de développer, ça montre très clairement que ce que M. Ouattara est en train de faire, mais ça va le poursuivre demain. Parce que l'État de Côte d'Ivoire, heureusement que l'État change. Quand l'État de Côte d'Ivoire demain sera dirigé par quelqu'un d'autre, on va poursuivre M. Ouattara. Vous dites, M. Ouattara, l'argent que vous avez payé à vos FRC, venez nous demander, venez nous rendre compte. Parce que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas été engagé selon les règles pour pouvoir embaucher des personnes pour aller défendre la République. Mais quelle République? Et puis quand vous faites ça, ça veut dire que vous avez créé une discrimination entre les FDS et puis les FRC. Parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que M. Ouattara a divisé l'armée. Bon, c'est vrai qu'il a l'habitude de diviser beaucoup de choses. Il y a des partis politiques, on divise à gauche, on divise à droite. La plupart de tous les partis, tout est divisé en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas parlé de la société elle-même. De toute façon, quelqu'un qui dit qu'il fait du rattrapage ethnique, il a divisé déjà tous les fonctionnaires. Moi, j'ai vu des collègues qui m'appellent et disent, mon cher, je vais au bureau, je ne travaille même pas. On m'a mis dans un petit garage, je suis là, à la fin du mois, on me paye. Mais entre-temps, celui qui a pris ma place, puisqu'on dit que c'est du rattrapage pour les gens du Nord. C'est pas moi qui l'ai dit. L'expression du président de la République, M. Ouattara. Oui, ce sont des choses qui sont ahurissantes. Quand on est chef d'État, on est le chef de tout le monde. Même quand tu es élu par les RDR, tu deviens le chef de l'État pour de tout le monde. Mais quand tu fais du rattrapage, ça veut dire que tu crées la discrimination au sein de l'État de Côte d'Ivoire. Et je voudrais dire que, en tout cas, en ce qui nous concerne, tout cet argent que M. Ouattara dépense à titre privé, mais au nom de l'État de Côte d'Ivoire, mais demain il sera poursuivi pour cela. Parce que nous, en tant que militants des droits de l'homme, nous avons mal de savoir qu'on n'a même pas d'assurance maladie dans un État comme la Côte d'Ivoire, un pays riche. Depuis vous faites Boigny, les différents dirigeants n'ont pas osé créer une assurance. Et en Côte d'Ivoire aujourd'hui, premier producteur de cacao au monde, des gens meurent encore pour 500 francs. Et quand je vois ça, parce que maintenant l'exil a fait qu'on vit un peu en Europe. Quand je vois qu'en Europe, tu rentres dans un hôpital, et puis tu sors, tu n'as pas dépensé 5 francs, mais on te fait toutes les grandes opérations les plus coûteuses de la planète. Ça veut dire qu'on a du chemin à parcourir. On a du chemin à parcourir. Et la plupart de ces dirigeants-là, ils ont fait Washington, ils ont fait Paris, ils ont fait New York, ils ont fait toutes les grandes capitales du monde. Il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. Et donc, non seulement il sera poursuivi certainement demain pour rembourser cet argent-là, mais il y a même une conséquence politique. Et c'est là où je suis en train d'arriver vers la CPI maintenant. La conséquence politique, c'est quoi? C'est que finalement, mais qui a gagné l'élection en 2010? Parce que quelqu'un qui a gagné l'élection en 2010, avions-nous besoin vraiment de prendre des armes pour aller l'installer au pouvoir? On va se poser la question. Quelqu'un qui a gagné l'élection, mais pourquoi on prend les armes pour l'installer au pouvoir? Surtout que son adversaire dit, venez, on va récolter, pour que ce soit clair. Si j'ai perdu, je m'en vais. Je me demande où est le problème. En temps normal, celui qui est au pouvoir, mais il ne faut pas qu'on récolte. Il dit non, venez récolter. Et à l'époque, quand le président Laurent Gbagbo a sorti cette décision-là, la veille, on était le 20 décembre 2010, la veille, 20 décembre 2010, on a formé une délégation. Nous, quand je dis nous là, c'est vrai que la crise, là, on était au cœur. On a formé une délégation, on a demandé une audience au président Laurent Gbagbo. Et nous l'a accordé le 20 décembre. Et ce jour-là, c'est Maître Guamere qui a pris la parole. Je lui ai dit, il faut parler au nom du groupe. Et on a dit au chef de l'État, Monsieur le Président, nous, on n'est pas venus pour vous regarder, peut-être parce que vous êtes babou, etc. Non, nous sommes venus ici parce que le Conseil constitutionnel de notre pays dit que c'est vous qui avez gagné l'élection. Nous sommes venus vous dire, on ne reconnaît qu'un chef de l'État, un président de la République, c'est vous. Mais en même temps, Monsieur le Président, il y a des Ivoiriens qui sont à l'hôtel du Golfe, trouver une solution
pour que cette situation soit réglée. Et le lendemain, le chef de l'État dit, je demande au monde entier de venir récolter les voix. Entre récolter les voix et puis bombarder une nation, qu'est-ce que vous préférez? Et c'est pour cela que dans un de mes livres, bon, il faut qu'on écrive les livres maintenant pour que ça reste comme trace. Si l'ONU aime tant la paix, si l'ONU défend les droits de l'homme, dans un conflit politique, est-ce que vous préférez bombarder ou alors de venir récolter des voix pour sauver des vies humaines? Et c'est pour cela que nous considérons que M. Ouattara n'a pas gagné l'élection en 2010. Parce que s'il avait gagné l'élection en 2010, on n'allait jamais avoir besoin des Comores pour pouvoir déboulonner M. Laurent Gbagbo du pouvoir. On n'avait pas besoin de cela. BBB on the track. Rocky Galder, malgré tout ce que t'as fait, je n'ai jamais cessé de t'aimer, oh mon bébé. Très souvent t'as pas assuré, tu m'as trop blessé. Oui, oui, tu reconnais pas, mais un jour tu t'en mordras les